maintenant, on va vous faire réfléchir sur des solutions à mettre en œuvre. Chacun des groupes, alors on est 18 groupes, hein, il y en a 10 ici, il y en a 7 en ligne, et puis on a notre groupe d'experts qui va réfléchir ensemble sur des solutions. Franck, explique-nous comment va s'organiser cet atelier qui doit durer 8 minutes, montre en main. Et pour les internautes aussi. Voilà, donc très rapidement, juste s'il vous plaît, une proposition par table. 8 minutes, c'est relativement court. Des instructions ont déjà plus ou moins été données sur la question, mais s'il peut y avoir d'ores et déjà un responsable pour chaque table qui pourra par la suite en devenir le porte-parole, ce sera le bienvenu. Et un dernier point, faites en sorte que vos propositions soient le plus spécifiques possible. Ça permettra que la probabilité qu'une autre table n'est pas nécessairement la même et qu'on ait donc une grande diversité de propositions soit plus importante. Après, bien entendu, ce sont vos points de vue et uniquement vos points de vue qui comptent. Voilà, donc une solution par groupe, hein, et un porte-parole. Donc on vous donne jusqu'à 15h05, un petit peu passé. On relève les copies. À tout de suite. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, et les internautes, j'imagine que vous avez vos solutions aussi. Donc, dans les 10 prochaines minutes, dans les 15 prochaines minutes, on va donner la parole aux groupes qui sont dans la salle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, chacun des groupes va donner sa solution. Je vous demande d'être extrêmement bref. Votre porte-parole se lève, se présente et nous donne votre solution. S'il vous plaît, de ne pas développer. Et après, nous prendrons les solutions des groupes qui sont en ligne. Et donc, c'est Claire. Je ne t'ai pas présenté Claire Poulain. Claire qui va collecter un petit peu toutes les solutions. Et on va les numéroter parce qu'après on va faire un tri et une hiérarchisation. Enfin, on va essayer de trouver la solution qui fédère. Alors, on commence. Allez, allons-y. Vous vous présentez ? Oui. Bonjour à tous. Rémi Rebout, je suis étudiant à l'école des hautes études en sciences sociales. Notre idée de solution serait de mettre en place un système de consignes sur les plages, par exemple. L'idée serait d'installer des collecteurs de verre, de plastique ou de canettes, déchets qu'on trouve régulièrement sur les plages et sur le littoral. Donc des collecteurs qui seraient en lien avec un centre de tri et qui permettraient donc de récupérer, de recycler les déchets ainsi récupérés. C'est une solution qui existe déjà dans d'autres pays européens et qui, nous pensons, fonctionne assez bien. Et qui, récompense les bons comportements en octroyant un bon d'achat ou une incitation financière pour les bons comportements en fonction du volume ramassé. Donc ça s'appelle, en deux mots, Ça serait mettre en place un système de consignes sur les plages. Système de consignes. Oui. Sur les consignes ou de collecte. Alors, vous avez parlé de consignes et de collecte, c'est pour ça que je demande de préciser. Alors oui, l'idée c'est du coup les personnes qui collectent les déchets les ramènent dans un système de consignes et du coup en échange des déchets ramassés récupèrent un bon d'achat ou une... D'accord.
D'accord, c'est Voilà. oui, d'accord, c'est Un peu une incitation. c'est inciter inciter à un bon ramener le comportement. déchet, Voilà. d'accord, au travers Et c'est un système qui existe dans pas mal de d'une consigne. pays. Voilà. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qui veut intervenir? Oui. La table là-bas. Bonjour, donc je suis Thomas Acide, je suis chargé de projet à la ville de Marseille. Alors nous, notre solution, elle se rapproche un petit peu de la solution de la table précédente, puisque en une phrase, c'était aussi un système de consigne, mais ça s'adressait plus aux consommateurs, en fait, donc pas forcément des gens qui iraient ramasser les déchets, mais quand on consomme, voilà, quand on va faire ses courses, qu'on puisse ramener les déchets qui sont valorisables, que ce soit le verre, les métaux, mais aussi les plastiques. Et donc avoir via les distributeurs des partenariats qui permettent de récupérer soit de l'argent en monnaie sonnante et trébuchante, soit des petits bons d'achat. Voilà. D'accord, c'est un peu une éco-participation, c'est plutôt une consigne, on ramène. C'est une consigne. D'accord, consigne. Ok, on a 2 consignes. Une troisième solution. Oui. Attendez, vous n'avez pas de micro? Ah ben vous avez... Ah, on avait prévu celui-là, pardon. Celle-là. C'est qui le porte-parole? On se met debout. Bon, ben, nous, on a réfléchi aussi à la consigne et l'idée de faire que tous les produits recyclables soient consignés systématiquement. Tout ce qui est recyclable, c'est consigné. Voilà, que ce soit du bois, que ce soit n'importe quoi, c'est consigné. Donc un jour, on vous vendra 1,50 €, vous aurez acheté je sais pas quoi, on vous vendra 1,50 € là-dessus, et que ce soit systématiquement recyclé, et que ce soit vraiment recyclé, et non pas brûlé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de déchets qui sont mis en décharge. Aujourd'hui, on va les mettre dans des containers, et comme il y en a une partie qu'on ne peut pas recycler, on les brûle. Et là, non, ce ne sera pas ça, ce sera... voilà, c'est notre idée. Merci. Alors la table à côté. Allez-y. Alors nous proposons de mettre en place un appareil qui va récupérer les macrodéchets, donc récupérer dans un appareil les macrodéchets avec une grille, mais mettre l'eau en mouvement devant cette grille pour éviter qu'elle ne se colmate, puis venir périodiquement retirer ces déchets, les conduire en station et les recycler. Attendez, votre appareil, vous le mettez où? Sur le réseau pluvial. Vous mettez donc un appareil... Sur les collecteurs pour intercepter les matières plastiques avant d'arriver au milieu naturel, que ce soit à 500 km des plages ou sur les plages. Parce que le problème est exactement le même. Mais il faut mettre quelque chose qui ne se colmate pas. D'accord. D'où l'idée de mettre de l'eau en mouvement devant une grille. D'accord, et régulièrement, on vient ramasser, malgré tout. Oui, parce que dire que ça ne se colmatera jamais, c'est pas possible. Mais tous les 6 mois, venir curer cette unité et sortir les déchets, les ramener, faire le tri. Tous les 6 mois, vous pensez que c'est suffisant parce que ça va se colmater bien plus vite, bien plus rapidement que ça? C'est ce qu'on constate sur ce que l'on a déjà mis en place. D'accord, d'accord. Vous parlez d'une expérience finalement pilote? Oui. Qui existe? Plus qu'un pilote. Plus qu'un pilote. Nous avons 6 unités, c'est à peu près échéance tous les 6 mois qu'il faut venir sortir ce qu'il y a dedans. À quel endroit c'est mis en... Avec la communauté d'Aglo d'Orléans, d'accord. Avec la ville de Deauville et de Trouville, celle de Camier, avec Étampes également. D'accord. Donc vous parlez de projets qui sont plus que des projets pilotes. Ceux-là sont des réalisations. Ceux-là sont des réalisations. Vous estimez pertinentes et à développer, à multiplier. Je pense. Merci. Une autre table là-bas, ici. Merci de vous présenter. Ah. Bien, Pierre Rebouillon, membre du Conseil consultatif régional de la mer Provence-Alpes-Côte d'Azur. On pensait que ça serait beaucoup plus de travail en amont, mais on est aussi, nous, dans la même perspective sur la récupération. Donc on pense effectivement à inciter à la récupération des déchets en mer. On le décline au niveau du descriptif par une coopération avec les pêcheurs professionnels pour le stockage et pour le retour de ces déchets à terre. Ceux, bien évidemment, qui sont pris dans leur filet sont demandés à un travail supplémentaire, mais ceux qui sont déjà dans la collecte. Ceci pourrait être mis en place par une incitation financière qui, notamment, serait de payer à la tonne. On va rester dans les tonnages, au niveau des déchets qui sont ramenés, mais aussi la mise à disposition de matériel qui pourrait être des compacteurs ou des moyens de stockage et qui permettrait ainsi d'avoir une récupération à terre pour de la valorisation.
Ce qu'on aimerait, c'est que le but, in fine, soit effectivement l'élimination, tendrait vers une valorisation, voire un recyclage pour certains, et que ceci soit transposable à l'ensemble des façades. Puisqu'on sait en Méditerranée, et je pense que François Galgani ne me détrompera pas là-dessus, on est complètement dépendant de ce qui se passe en Afrique du Nord, mais aussi à l'Est et à l'Ouest, au niveau Méditerranée, et ça ne serait dérogé pour les océans aussi. D'accord, donc les pêcheurs. Les pêcheurs, la récupération. La récupération, c'est votre solution. En passant par les circuits professionnels qui sont beaucoup mieux armés et surtout qui ont un intérêt économique dans ces récupérations. Merci à vous. La table derrière vous, je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Jérémy Mansuy, je suis doctorant à l'Université de Toulon. Mettez le micro plus proche. Pardon, vous m'entendez mieux? Donc, je suis Jérémy Mansuy et doctorant à l'Université de Toulon. Donc nous pensons à notre table qu'une des solutions, ça pourrait être de faire de la lutte contre les déchets sauvages une lutte nationale, au même titre que la sécurité routière ou le tabagisme. Et donc ça dépendrait vraiment d'une décision et d'une véritable volonté politique. Et ça pourrait inclure, par exemple, des campagnes choc, de la communication, de la formation auprès de tous les acteurs en fait, qui sont impliqués par cette pollution. Merci. La sensibilisation comme solution. C'est bon, vous suivez là, Claire? C'est bon pour collecter les solutions. La table suivante. Donc bonjour, nous on a une table hétéroclite puisqu'on a un artiste, une représentante du monde associatif, un responsable QSE et je suis chef d'entreprise. Donc nous on a une proposition, c'est de répercuter les coûts indirects, récupération, transport, traitement ou réutilisation des plastiques aux producteurs de plastique sur la partie qui n'est pas récupérée, et ce afin de rendre compétitifs d'autres modèles plus respectueux de l'environnement, type économie circulaire. Et donc en fait la description c'est une innovation législative, et comme on s'adresse à l'Europe, on a trouvé que c'était assez intéressant dans le cadre du marché donc qu'il y a avec Terre-Mer sur ce projet européen. Voilà. D'accord, merci. Je pense que ça va ouvrir le débat avec Plastic Europe tout à l'heure, sans doute. On garde ça, on a un bon temps de questions-réponses tout à l'heure. Alors la table suivante derrière, là vous n'avez... Ah non, c'est bon, vous êtes à... Alors on vous écoute. Qu'est-ce qui... Donc la solution ici sur cette table, on était plus sur un aspect préventif que curatif contre la problématique des déchets, et on souhaitait voir en mise en œuvre un plan d'action à long terme. On a parlé d'action étalée sur 30 ans, parce qu'il faudra au moins ça, à l'initiative de législateurs. Visant à une législation forte et incitative et une sensibilisation active de l'ensemble de la société. On a eu quelques idées à l'emporte-pièce, instaurer un nouveau modèle économique, donc on est un petit peu également sur des notions d'économie circulaire dont parlait monsieur. Et l'objectif c'est bien sûr de limiter les productions plastiques, quelles qu'elles soient, avec la réduction des plastiques à usage unique notamment. Une économie incitative, une tarification et un impôt sur le plastique également qui a été proposé. Benjamin. Ah mais c'est un plan d'action. La solution c'est le plan d'action. Et de la sensibilisation pour accompagner tout ça. On garde le PAI-GVL-SSD qui est le plan d'action à l'initiative du gouvernement visant la législation et la sensibilisation contre les déchets. La législation. Vraiment on est sur de la législation. Législation incitative. Donc, Filion Rétif, vous enregistrez, hein, parce que ça s'adresse à vous. On a encore une table ici qui n'a pas... Ah non, c'est bon. Oui, vous êtes intervenu. C'est bon, on a fait nos 10 tables. Donc, Rémi, les internautes, les solutions des 7 groupes des internautes, et on finira par la table des experts. Donc, en ce qui concerne les avis des internautes, il y a beaucoup d'idées qui fusent, mais paradoxalement, on se rend compte que ça rejoint sensiblement la table des experts. La table des experts, c'est pas exprimé encore. Pardon, la table l'assemblée, oui, tout à fait. Qui sont aussi experts, hein, on a remarqué que... À savoir, le recyclage, c'est quelque chose qui revient systématiquement, c'est-à-dire plus de recyclage, plus de tri à la base, moins de production d'emballage unique.
Attends, excuse-moi, mais est-ce qu'il faut à chaque fois prendre ça comme une solution, puisqu'il faut avoir... Elles sont notées en tant que telles. Elles sont notées en tant que telles, c'est-à-dire on a bien séparé. Ah pardon, alors excuse-moi, reprends. Donc, moins d'emballages à usage unique. D'accord, ça c'en est une. Des emballages réutilisables, en particulier en verre consigné. D'accord. Donc c'est une proposition qui a été faite aussi dans la salle. Créer des consignes sur les filets de pêche. Éducation et sensibilisation du public via de la publicité et de la communication. Voilà, essentiellement ce qui a été proposé. Mais ça en fait 4. D'accord. Il y a un certain nombre de choses qui ont été présentées. Donc là, je vais faire passer tout à l'heure une synthèse de ça qu'on va projeter pour avoir une vision un petit peu plus précise. D'accord. Merci Rémi. Bon, restent les experts qui ont désigné leur porte-parole, Isabelle Poitou. Donc Isabelle, lève-toi s'il te plaît. Ah oui. Alors c'est vraiment pas un exercice facile pour tous. Je sens qu'on est frustrés parce qu'on n'a qu'une seule solution à proposer. Finalement, je trouve que la solution d'une politique nationale, elle permet d'englober tout, ce qui est pas mal. Mais après, c'est vrai qu'il faut que décliner en sous-parties. Et nous, on s'est beaucoup orienté, comme vous aussi, sur la question d'optimisation du système de collecte des déchets. Beaucoup de gens trouvent que ça sert à rien de trier, que finalement, on ne sait plus si on peut faire confiance. Donc, c'est réinstaurer la confiance dans les systèmes de collecte. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de la sensibilisation. Donc, moi, si je trouve que là, on a beaucoup insisté sur la collecte. Hein. Donc, nous, si j'ai une solution à proposer, c'est effectivement optimiser la collecte et la valorisation des déchets actuellement, le système, pour rendre de la valeur à l'objet. Mais je pense qu'il faudra qu'on rajoute aussi une partie sur la sensibilisation qui me semble n'a pas été encore, alors qu'on est tous dans la sensibilisation, il y a pas mal d'associations. Et finalement, ça commence d'abord par un éveil des consciences et notamment de nos dessineurs et gestionnaires. Donc nous, on est les experts. C'est le privilège des chefs. Enfin, en tous les cas, pour ma part, c'est moi qui... Bref, on pense qu'on va rajouter une deuxième solution. Optimiser, la solution, c'est optimiser. Valorisation et sensibilisation. Et on rajoute un aspect sensibilisation de tous les corps décisionnels de nos systèmes de gestion, de nos collectivités territoriales, que ce soit au niveau national, au niveau local. C'est extrêmement important que eux-mêmes soient convaincus de l'importance d'améliorer l'existant et surtout d'utiliser les outils qui vont nous être proposés grâce à la nouvelle politique nationale de lutte contre les déchets marins, parce qu'il est en train d'en arriver une en France aujourd'hui, puisque M. Rétif nous a décliné les pistes actuelles. Elle est bien Isabelle parce que finalement elle a organisé un petit peu la réponse de la table ronde de la table des experts à sa manière. Hein. On avait demandé à tout le monde a fait l'effort d'avoir une réponse, mais nous on en a 2. Mais c'est bien Isabelle, tu as raison, il fallait peut-être enfoncer le clou avec la sensibilisation. Rémi. On va vous projeter ce qu'on appelle un mind mapping, c'est-à-dire une synthèse de toutes les idées qui ont été proposées. D'un côté, donc à gauche par les internautes, et à droite par les différentes tables qui se sont exprimées. Alors très bien, on va le projeter. Et ce que je vous propose, on va le laisser projeter pendant la pause, puisqu'on a le droit à une pause, aller boire une pause café, thé, croissant, chocolat, pendant 25 minutes, enfin jusqu'à 15h55. Donc vous regardez ça parce que après la pause, on va vous demander de voter. D'une part pour la solution qui vous paraît la plus importante pour réduire les déchets marins et d'autre part pour la solution qui vous paraît la plus réalisable, c'est-à-dire en prenant en compte des freins actuels, les freins économiques, sociaux, etc. Donc on regarde ça. Isabelle, un mot, non, avant de la pause? Non. Non, merci déjà, merci à tous d'avoir bien joué le jeu. J'espère que vous allez vous y retrouver, surtout parce qu'en fait il y a plein de gens, vous êtes tous là et très importants et on n'a pas pu vous présenter un par un. Par contre, vous êtes bien indiqués dans le site de l'association. N'hésitez pas à prendre la parole.
pour que on puisse bien vous identifier. Ça permet aussi de mettre en valeur chacun d'entre vous, parce que je pense que chaque partie prenante ici a une partie de la réponse. Il n'y a pas qu'une réponse. On est sur un problème plurisource, donc il y a beaucoup de choses à faire dans plein de directions différentes. Merci. Merci Isabelle. Et après le vote, on verra des vidéos qui ont été primées dans le cadre du projet Marlisco. Donc à tout à l'heure les internautes, et puis à tout à l'heure dans la salle. Donc c'est parti pour encore 1h30. Donc dans les 10 minutes qui viennent, vous allez voter. On va vous expliquer la manière dont vous allez pouvoir voter. On va vous laisser 10 minutes pour voter pour la solution, enfin les solutions, je vais vous expliquer lesquelles. Ensuite, derrière, nous aurons 3 vidéos pendant que l'équipe de Merter va dépouiller le vote. On regardera 3 vidéos qui ont été lauréates des concours Marlisco pour les lycées. Ensuite, on écoutera le résultat des votes et nous aurons la réaction de nos experts sur le résultat des votes. Et puis derrière, tout ça, ça doit nous mener jusqu'à 17h. Et de 17h jusqu'à 16h30, Non, 17h avec les experts. Et de 17h à 17h30, eh bien, vous pourrez poser des questions et nous conclurons aussi cet après-midi. Donc, on y va pour les instructions pour le vote. Il va falloir voter, on va vous afficher tout à l'heure, il va falloir voter pour la solution qui vous paraît la plus importante pour réduire les déchets, indépendamment, on va dire, de tous les moyens, notamment économiques, nécessaires pour la mettre en œuvre. Et puis, pour la solution qui vous paraît la plus réalisable parmi toutes les solutions que vous avez proposées. Réalisable notamment d'un point de vue économique. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que vous allez sur vos téléphones, vous allez pouvoir voter avec vos téléphones portables. Donc sur les téléphones portables, vous vous connectez au Wi-Fi de la Villa Méditerranée. Et ensuite, on vous indique alors la Agora. Il y en a plusieurs parce que moi j'ai Météor. Agora. Alors, Agora. Oui, mais il y en a plusieurs des... D'accord. Agora, ok. Ok, se connecter. Et derrière, vous allez aller sur... sur le site de Merter, mer-terre.org. Donc pour les internautes, c'est facile parce que vous y allez directement. Et vous allez pouvoir voter. Donc on va vous laisser 10 minutes pour voter. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, l'équipe de Merter a tout prévu. Vous pouvez voter sur vous avez des bulletins de vote sur papier. Mais le moins on en aura à dépouiller, le plus simple ce sera. Donc, c'est Franck qui vous distribue les papiers. Si vous avez des difficultés pour aller sur Internet ou si vous n'avez pas de téléphone. Voilà. Et donc, vous allez trouver sur Internet, s'il vous plaît, vous allez trouver sur Internet donc les réponses, les solutions que vous allez proposer. Et on va vous les afficher aussi à l'écran pour ceux qui sont dans la salle. Donc, on peut les afficher éventuellement. Alors moi en même temps...
Et je vois qu'il y a des gens qui ont donné. Est-ce que ceux qui ont apporté qui ont donné. Aïe, aïe, aïe. Allez. Quel est le dernier là? Donc moi je veux. Voilà le numéro 14. 14-10. Tu peux faire 14-10. On ramasse les copies là. On ramasse les copies. J'avoue que c'est pas facile de voter. Hein. Moi, faut les relire les questions, les re-relire. Enfin, les solutions, hein, c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis, comme Isabelle va rapporter tout ça vers l'Europe, hein, c'est un travail qui va servir, qui va nourrir la réflexion au niveau européen. Donc, il faut pas dire n'importe quoi. Alors, cela dit, pendant que vous finissez de voter, Philippe, ce serait bien de... C'est bon ? C'est déjà une cause. Vous avez rendu votre copie ? Et pourquoi pas une cause locale ? Qui n'a pas rendu sa copie ? Tout le monde le décline maintenant. Ah bah tout le monde. Bah, c'est bon. Bon. Alors, pendant le dépouillement des votes, je vous propose également aux internautes de regarder 3 vidéos qui ont été réalisées par des lycéens. Alors, laissez-moi juste le temps que je retrouve leur nom. Voilà, c'était le concours vidéo Marlisco qui a récompensé 3 lycées, on va dire c'est plutôt des lycées du Sud. Hein. Le premier prix a été remis, on va le voir, c'est la première vidéo que nous allons voir, au lycée Pierre-Paul Riquet, qui est en ligne, hein, le lycée Pierre-Paul Riquet de Ganneville, c'est près de Toulouse, et donc on félicite, puisque je sais qu'ils nous regardent, et on regarde la vidéo gagnante. Ça dépasse. Oh mon Dieu, c'est Plastic Zina, venu directement du 7e continent. Oh mon Dieu, il attaque! J'ai une idée, suivez-moi. Support, Dustbin, Invocation. Mission accomplie. Arthur, tu vas chercher le courrier, s'il te plaît? Arthur, le courrier! Des déchets en mer viennent du centre des terres. Alors, pour limiter la pollution marine, faites le tri sélectif. Mission accomplie. Bravo, on peut les applaudir. Alors, Corée
correction parce que on m'a trompé, Isabelle, on m'a trompé. Ça n'était pas le premier prix, ça c'était le 3e prix qui a été remis au lycée Paul Langevin de la Seine-sur-Mer. Alors ils ne sont pas là dans la salle, ils ne sont pas non plus sur Internet, mais donc bravo à eux. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Donc le 2e prix a été remis, alors j'espère que je ne me trompe pas ce coup-ci, hein, au lycée Tour-Sainte de Marseille. Ils sont là dans la salle, ils sont où les Tour-Sainte? C'est vous Tour-Sainte? D'accord. Ils sont où les lycéens? Ils sont en vacances. Donc le lycée est représenté. Donc on est parti pour la 2e vidéo? C'est pas celui-là non plus. Bon, encore une erreur. Voilà. Écartez-vous s'il vous plaît. Ciseaux. Bouche. Cerveau. Merci. Canette. Rien. Partie abdominale. Attendez, c'est pas tout ça en même temps. Canette. Foie. Ceci pour son œil. Laissez-moi un peu d'espace s'il vous plaît. Poumon. Et vous opérez quand? Bravo. Bravo au lycée Tour-Sainte de Marseille. 2e prix. Et alors les vainqueurs, le 1er prix, c'est donc le lycée Pierre-Paul Riquet de Ganneville. On les regarde ? Oh non, mais non, non, non. Oh, encore de la pollution. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, remontez ça s'il vous plaît. Ok, chef. Bien joué, mec.
On les applaudit, donc le lycée Pierre-Paul Riquet de Ganneville. Bon, on va passer au résultat des votes. Rémi, Claire, le résultat des votes. Alors, Oui, on a tout. On vous écoute. Donc je propose qu'on projette le résumé graphique. Donc on s'aperçoit qu'on a 84 réponses. Ça inclut donc les votes des internautes et des différents groupes. Donc voilà. Donc sur la première série, moi je suis assez étonné de voir que c'est la réponse numéro 11 qui obtient 24% des voix, donc qui arrive en tête. Collecte et traitement en mer par les pêcheurs professionnels. Je ne sais plus quelle table avait proposé cette formule-là. Ensuite, on s'aperçoit que tout de suite après vient faire de la lutte contre les déchets sauvages une grande cause nationale, avec 15%. Et ensuite, c'est un petit peu disparate. Ensuite, pour la deuxième question, d'après vous, quelle est la solution la plus réalisable pour réduire les déchets marins ? La solution qui arrive en tête avec 14% des suffrages, c'est collecte, c'est toujours la même, et traitement en mer par les pêcheurs professionnels. Est-ce que là, tu n'as pas changé de... C'est toujours la même, là. Oui, il faut... Voilà, donc la deuxième série de questions. Donc, descend encore, je pense. Voilà. Donc, on s'aperçoit, ici, donc c'est la deuxième série de questions. Et en dessous, encore une fois. C'est nous qui avons... Voilà. Donc, on a ici 14% pour la question numéro 11. Collecte et traitement en mer par des pêcheurs professionnels, suivi de sensibilisation du public au niveau national. Et ensuite, mettre en place un système de consigne sur les plages, 10%, et faire payer les producteurs de plastique, 10%. Développer la sensibilisation auprès des publics, 11%. Donc là, une fois de plus, on se rend compte que la formule qui consiste à inciter les pêcheurs professionnels à ramasser les choses dans les fonds obtient 14%. Voilà. Merci Rémi. Isabelle, tu as l'air très surprise de ce résultat et je crois qu'on a un pêcheur dans la salle qu'on interrogera. Oui. Je me demande même s'il n'y a pas une... Ta réaction d'abord, Isabelle. En fait, en ce qui concerne la plus importante, la plus urgente, moi j'aurais pensé que ce serait la politique nationale qui l'emporterait, puisque dans l'idéal, il faudrait qu'on ait une vraie politique avec des vrais porteurs, des élus qui portent haut et fort la cause des déchets en mer. Donc, il me semblait que c'était celle-ci qui était la plus la plus importante. Après, je me demande s'il n'y a pas... Je suis même à me demander s'il n'y a pas une erreur dans le système technique. Parce que, Laurent, tu vas pouvoir nous dire, mais c'est vrai que les pêcheurs... Bon, je ne suis pas sûre que ce soit les pauvres pêcheurs qui doivent récupérer et résoudre le problème des déchets en mer. Je ne pense pas que ce soit le plus important. Mais... C'est subjectif, ta réaction, finalement. C'est ce que je pense. C'est pas ce que tu imaginais. Alors, Laurent Lombard, on a un marin pêcheur dans la salle, donc autant qu'il réagisse. Oui, moi je suis même étonné de ce vote, parce que... Bien près du micro. Oui, je suis même étonné du vote, parce qu'on peut ramasser des macrodéchets, mais on ne va pas tout ramasser. Je veux dire, c'est ce qui arrive en mer, voilà, c'est rien. On peut faire quelque chose, mais je ne pense pas que c'est la solution. Pourtant, je suis marin pêcheur. Ramasser sur le littoral, c'est pas complètement idiot. Rémi. Alors, moi, je pense qu'on peut aussi expliquer ce vote un peu atypique par le fait qu'il y ait beaucoup de scolaires, beaucoup de scolaires connectés, ce qui fait qu'ils ont peut-être une vision des choses différente des experts ou différente des professionnels de la chose. Mais en l'occurrence, effectivement, il y a une très forte proportion de votants qui sont représentés par des scolaires. Voilà. Et c'est intéressant de voir que les scolaires, c'est des lycéens, c'est des secondes, première terminale, c'est quoi? C'est des collégiens, c'est secondes, donc ils nous entendent. Ils pensent qu'il faut aller ramasser les déchets et que les marins pêcheurs sont... Mais ils ne sont pas les seuls, c'est une proposition qui a été faite ici dans la salle. Donc on va faire réagir nos experts sur le sujet. Michel Loubry. Juste une remarque. Je crois que c'est assez étonnant qu'on se penche vers une solution dite de correction.
En fait, on doit se préoccuper de faire de la prévention. Il faut empêcher les déchets d'arriver en mer à tout prix. Et non pas attendre qu'ils arrivent en mer pour pouvoir les ramasser après. Donc c'est vraiment quelque chose, il faudrait arriver à convaincre l'ensemble des acteurs sur les mesures de prévention nécessaires. Votre système sur les eaux pluviales pour les récupérer, nous, les efforts que nous faisons dans la filière industrielle pour éviter qu'il y ait des fuites de granules dans tout le système logistique, etc. Les systèmes de tri. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous travaillons en France depuis maintenant quelques années, et ça va bientôt enfin être mis en œuvre. On va avoir enfin la collecte sélective de tous les emballages, 100% des emballages dans la poubelle de tri sélectif. Je dis plus la poubelle jaune parce qu'elle n'est pas jaune partout. Ça aussi, il faudra changer. Mais c'est un travail jusqu'à encore très peu. Pour les emballages plastiques, on ne triait que les bouteilles et flacons. Et tout le reste, ça partait dans la poubelle dite grise. Et dans certains cas, malheureusement, ça partait aussi ailleurs. Et vous l'avez dit tout à l'heure, malheureusement en décharge, on devrait interdire la mise en décharge de produits valorisables. Donc, l'extension des consignes de tri, comme on l'appelle dans notre jargon, c'est quelque chose qui va être obligatoirement mis en œuvre en France en 2022. C'est pas si loin, 2022, c'est 7 ans. Éco-emballage a été créé en 1993, ça fait plus de 20 ans maintenant. Donc en quelques années à venir, on va avoir enfin en France 100% des emballages plastiques qui vont être mis dans la poubelle de collecte sélective. C'est-à-dire que les gens ne vont plus devoir se poser la question, est-ce que ça je dois le mettre, est-ce que ça je peux pas le mettre, et avec des conséquences qui sont que j'y comprends rien et donc je suis pas motivé pour faire le tri. Donc maintenant, le résultat, c'est 100% des emballages, quel que soit le matériau, quel que soit l'objet d'emballage, iront dans la poubelle jaune. Faisant ça, on va probablement en France, d'ici 2022, à peu près doubler le taux de recyclage des emballages plastiques en particulier. Donc voilà des actions de prévention qui sont absolument nécessaires. Et plus on collectera les déchets à la source, plus on les maintiendra dans des systèmes clos pour les valoriser, moins ils auront de chances de se retrouver dans la nature. Alors, on va réagir, on va faire réagir. Il y a François qui voudrait réagir. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de réagir. Je commence par la salle. Oui, je cautionne tout à fait l'étonnement d'Isabelle Poitou sur le fait que les pêcheurs soient les seuls responsables, ou presque, de l'élimination des déchets. Donc ça m'étonne. Est-ce qu'il serait possible en technique d'avoir une dissociation entre les votes scolaires et nos votes? Si c'est possible, merci, parce qu'il y a un étonnement qui est partagé. Merci. Alors moi j'ai une explication, elle vaut ce qu'elle vaut et peut-être que d'autres en auront, mais on ne cesse dans nos films de sensibilisation de montrer les déchets dans la mer. Donc ce que veulent, si effectivement les scolaires, ce qu'ils voient, ce qui les touche, c'est la mer qui est polluée. Donc ce qu'on a envie de faire en tant qu'acteur, si on a envie de se mobiliser, c'est pour éviter que la mer soit polluée. Donc c'est aller ramasser les déchets. Moi j'ai discuté récemment avec des étudiants bien plus âgés et qui voulaient tous aller dans les gyres océaniques ramasser les déchets alors qu'on sait que c'est à la source qu'il faut aller. Donc peut-être que dans nos messages pédagogiques, et c'est très intéressant comme vote, il faut peut-être montrer plus d'images de solutions du déchet bien en amont, au moment de l'acte d'achat, au moment de l'acte de tri à domicile, chez le particulier. Ça, c'était mon interprétation. Oui, Martial. Oui, alors là, je suis assez d'accord, effectivement, sur cette analyse, sans préjuger de l'intérêt de la proposition par rapport aux pêcheurs. Effectivement, je suis complètement d'accord sur ce point de vue. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous montrer des tortues qui meurent parce qu'elles avalent des plastiques, etc., etc. Et donc, les gens sont très sensibilisés à l'impact direct des déchets, des macrodéchets en mer. Donc, ça explique peut-être le vote. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, au lieu de parler de grandes politiques,
les gens ont plutôt tendance à aller vers des démarches concrètes, directes et concrètes, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, en s'exprimant, peut-être c'était une des propositions les plus concrètes qui étaient faites aujourd'hui. Et donc, les gens vont plutôt vers ces propositions concrètes, plutôt que de parler encore de politique, de convaincre les politiques, de convaincre les gens, etc. Je crois que c'est les deux explications, c'est les premières qui me viennent à l'esprit également. Merci. Oui, j'avais juste aussi pour renforcer. Monsieur Loubry, je vous remercie parce que vous avez dit, je crois qu'on l'entend bien, vos perspectives à 2020, effectivement, on les entend. Nous sommes à Marseille. Nous subissons 3, 4, 5 fois par an des grèves. Alors là, je m'exprime en tant que Pierre Rouillon, pas en tant que membre du Conseil consultatif. Hein. Nous avons des grèves récurrentes. Pardon ? Nous avons des grèves récurrentes au niveau du ramassage des ordures ménagères. Pensez-vous réellement que le 1 million équivalent habitants de notre zone de vie soit réellement sensibilisé à ce qui vient d'être dit, sachant que c'est un problème presque d'hygiène publique, plusieurs fois dans l'année. Vous parlez d'un tri sélectif. À Marseille, il n'est pas très existant. Vous dites qu'il n'y aura plus de sacs plastiques. Permettez-moi de ne pas le croire, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de solution palliative sur où mettre les ordures ménagères. Nous sommes je ne vais pas prendre l'exemple du sud de la France, mais nous n'avons pas aujourd'hui de système de récupération qui permette de s'affranchir des conteneurs. C'est des sacs plastiques. Vous dites que tous les sacs plastiques seront récupérés indépendamment dans les poubelles jaunes, mais où est-ce que les usagers mettront leurs ordures ménagères ? Mais parce que... Attendez, s'il vous plaît... J'attends une réponse. Voilà. Oui. Alors, ce que je vous propose, on a organisé le débat. Je vais faire réagir les experts. On aura leur vision et après, vraiment, je vous passe la parole dans la salle. Et Rémi, on aura aussi la parole des internautes. Donc, François Galgani, je voudrais avoir ta réaction sur ce vote. Alors, moi, je pense que demander aux pêcheurs de ramasser les déchets, ça a du sens dans certains cas très précis. Si les déchets, par exemple des filets de pêche, ont de la valeur, qu'il y a un recyclage possible, c'est même à encourager et ça existe déjà et je pense que c'est excellent. Par contre, la démarche, si vous voulez, d'imaginer que les pêcheurs sont là pour ramasser ce qui arrive à la mer, quelque part, je pense que c'est pas très très cohérent. Le principe même d'une solution curative, c'est-à-dire qui nettoie, c'est pas très, comment dire, il vaut mieux avoir des solutions préventives d'une manière générale, ça c'est important, plus que de demander. Et sur les déchets eux-mêmes, c'est un petit peu, comment dire, si on dit, il y a des pêcheurs qui sont là, de toute façon ça va être ramassé, ou alors si on dit, on fabrique des emballages qui sont dégradables, du coup on peut les jeter, si vous voulez. Donc toutes ces solutions-là, a priori, il y a des réserves à avoir parce que c'est pas très performant. Sur le résultat du vote lui-même, je pense qu'il y a une vision effectivement locale. Je pense qu'en termes de mesures, c'est peut-être plus important de raisonner à une échelle beaucoup plus globale parce que les enjeux sont beaucoup plus considérables. Les gens qui vivent au bord de la mer sont très sensibles à ces images effectivement de tortues qui avalent des déchets. Ils pensent qu'on peut le nettoyer comme ça directement localement. Dans la réalité, c'est très complexe puisque même les pêcheurs auraient ramassé les déchets qui viendraient d'Italie ou même d'ailleurs. Voilà. Merci François. Carole Carpentier de Vacances Propres, votre réaction ? Oui, je comprends bien la tendance de nos jeunes, là. Simplement, je pense qu'il ne faut pas qu'on se désintéresse individuellement du sujet. Il faut vraiment qu'on prenne conscience tous, chacun de nous, qu'on a un rôle majeur à jouer dans cette problématique des déchets sauvages. En dehors de la question du tri, on parle vraiment des déchets sauvages, c'est-à-dire qu'ils sont hors circuit. Il faut que chacun de nous fasse les gestes simples de jeter dans une poubelle. C'est simple, voilà. On a mis tes images. Filian Rétif. Oui, je voulais dire sur la pêche aux déchets, dans le cadre du plan d'action pour le milieu marin, nous avons en effet identifié une mesure sur la pêche aux déchets. Donc ça serait des pêches dédiées sur des zones d'accumulation préidentifiées, mais vraiment sur la base d'appel à projet et pour aller traiter vraiment des zones particulières. Mais bon, je rejoins ce qui a été dit, on ne peut pas se contenter du curatif, il faudra vraiment aller sur le préventif. Et on a tout un autre panel de mesures qui ont été proposées pour traiter ce problème en amont. Donc peut-être pour rassurer les scolaires, oui, il y aura des actions qui seront menées pour répondre à ce vote et à ce besoin qui a été identifié, mais voilà, il faudra vraiment aller en amont pour traiter le problème.
Merci à nos experts pour leur première réaction. On va ouvrir le débat. Je voudrais juste remarquer une chose, c'est qu'on a demandé une solution et que finalement, il y a peut-être plusieurs solutions à mettre en parallèle. Et peut-être que aussi de mobiliser les gens sur des gestes simples qui sont pas forcément... qui vont pas régler tout le problème. Ça permet aussi de sensibiliser c'est peut-être pour ça que nos jeunes ont choisi cette solution-là. Ils se sentent concernés et la sensibilisation, elle passe peut-être par des actes peut-être symboliques. Et je pense que c'est intéressant ça nous interpelle, en tous les cas. Je vois bien, Isabelle, que ça t'interpelle. Allez, on ouvre le débat et vous représentez si vous n'êtes pas intervenu une première fois. Il ne faut pas de petite lumière. Ah, ça y est. Donc Gaëtan Mazaloubo, je suis designer, éco-designer. Je voulais revenir sur la notion d'amont, de prévention. Donc monsieur disait tout à l'heure qu'effectivement, parler du recyclage, d'accroître le taux de recyclage. Le problème, c'est que même en parlant de recyclage, on parle déjà de fin de vie du produit ou du service. On parle de la valorisation de la dernière étape. Je pense que c'est trop tard, dans le sens où un des enjeux majeurs pour moi, c'est la réduction du déchet à la source. Quand on parle d'éco-conception, c'est réduire la quantité de plastique, voire réduire le produit en entier. Je pense à l'exemple du vrac dans la grande distribution, par exemple. Alors évidemment, on vend moins de plastique, mais je pense que c'est la question, plus on la prend en amont, plus on a de chances de réduire en quantité les émissions de déchets. Voilà. Intéressant votre intervention. Est-ce que vous pourriez préciser en tant qu'éco-designer comment vous solutionnez la question des emballages notamment ou des déchets ? Pour ma part, je ne travaille pas pour la grande distribution, ni même pour des flaconiers. Vous êtes éco-designer, donc oui. Vous êtes en capacité de travailler... Je travaille sur de l'aménagement d'espace, donc du mobilier urbain, de l'aménagement d'espaces verts, de salles associatives. Donc là, c'est plus sur le choix, c'est tant sur le choix des matériaux en amont que sur tout le mode de fabrication, sur la démontabilité en aval, qu'on travaille. Je ne vais pas rentrer dans tout le processus. Vraiment du berceau à la tombe. C'est ça. C'est regarder aussi les analyses de cycle de vie de tout ce que vous allez mettre en œuvre. Alors, d'autres réactions. Il y avait pas mal de doigts qui se levaient. Oui, monsieur. C'est bon, je me sers. Vincent Auchier de la communauté urbaine de Marseille. Donc en fait, moi, par rapport aux propositions qui ont été faites, je suis d'accord avec mon collègue de table. La partie prévention est pour moi vraiment l'élément fondamental. Si on veut réduire ces déchets marins, il faut vraiment faire de la sensibilisation et aller dans cette dimension de prévention, parce qu'on voit bien que derrière, lorsqu'on va améliorer le recyclage, c'est intéressant, mais ce n'est que du curatif. Donc ça, c'est un point important. Et je mettrai l'accent sur la partie sensibilisation, parce qu'on parlait tout à l'heure du recyclage sur Marseille. Alors je vous rassure, on fait quand même du recyclage sur Marseille. On a développé d'ailleurs beaucoup de choses en termes d'information, de sensibilisation, des équipements à destination qui parfois, à destination des habitants, parfois sont pleins. Mais on se rend compte qu'il y a une évolution du comportement, peut-être encore plus difficile chez nous dans le sud, mais il y a une évolution du comportement des habitants qui est difficile à gagner. Et donc il y a un gros travail d'explication, de sensibilisation pour montrer, je ne sais pas qui en parlait tout à l'heure, mais ce qui va dans les colonnes de tri ou dans les bacs jaunes, ça va effectivement au recyclage. Et ça fait plusieurs années qu'on le dit, qu'on le redit. Et il y a encore du mal à ce que ce soit complètement assimilé par l'ensemble des habitants du territoire. Et on a eu un souci fin 2009 sur des problèmes de destination finale des déchets pour le recyclage. Et on nous ressort régulièrement, en 2015, ça ne sert à rien de trier sur Marseille, tout va au même endroit. Et je pense que là, on a vraiment un souci parce qu'on a communiqué, on a sensibilisé, on a mis en place des moyens avec des équipes sur le terrain et on a toujours cette idée qui est là depuis des années qu'on n'arrive pas à faire évoluer. Et donc moi, je pense qu'il y a vraiment besoin d'une grosse sensibilisation et d'une communication. C'est pour ça que nous, on avait mis en avant au niveau de la table une communication nationale pour accompagner les actions qui sont réalisées sur le terrain, que ce soit par les associations, les collectivités ou les professionnels, mais vraiment avoir une communication d'envergure. Parce qu'il faut aller contre ces idées reçues. On sait très bien quand il y a une idée reçue qui est dans la tête des gens, c'est très 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 difficile de faire évoluer les choses. Donc vraiment pour moi,
en tant que collectivité locale, enfin représentant de collectivité, la sensibilisation, l'information en amont des habitants est vraiment très important. Alors je rejoins ce que disait Martial, c'est vrai que peut-être les jeunes ont pris l'exemple des pêcheurs parce que c'est quelque chose de très concret. C'est possible. Il faut peut-être qu'on soit un peu plus dans le concret, dans les propositions, mais il ne faut pas oublier l'aspect législatif et l'aspect sensibilisation au niveau national, parce que c'est quand même ça qui définit les évolutions à long terme, si on veut être dans la perspective du long terme. Merci de votre intervention. Il y avait... Oui, madame ? On n'avait pas de micro. On va vous en donner un. Merci de vous présenter. Alors Fabienne Foucard, je gère un collectif d'artistes et on travaille donc sur la sensibilisation auprès de la population, sur le recyclage, sur les déchets. Et justement, je pense que lorsqu'on va vers la population et lorsqu'on arrive à sensibiliser les gens d'une façon ludique, les gens prennent plus en charge et comprennent mieux le message. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Ne pas toujours réprimander les gens en leur disant ne faites pas ça, mais aussi dire aux gens, vous pouvez le faire d'une façon agréable, d'une façon ludique, c'est bien, ça fait partie de la vie. Et la planète, la plage, c'est aussi votre plage et essayer de passer des messages dans ce sens-là. Voilà. Merci pour votre témoignage. Il y a pas mal d'artistes dans la salle. Isabelle Poitou. Ouais, alors moi je voulais intervenir aussi sur la... Je me lève aussi, parce que tout le monde se lève. On est dans une problématique complexe qui fait jouer de nombreux acteurs sur des enjeux qui sont hyper réactifs en termes de sensibilité. C'est vrai qu'à Marseille, on est particulièrement affecté par une... C'est ancien, hein. J'ai participé à une réunion récemment sur l'histoire des déchets, de la gestion des déchets à Marseille. C'est vrai que ça date pas d'aujourd'hui, la perception négative qu'on a de cette ville. On est dans un endroit qui est particulièrement stigmatisé par c'est particulièrement compliqué et difficile. Et malheureusement, forcément, le milieu marin en pâtit. Nous, on caractérise les déchets sur le littoral à Marseille. On a participé à un programme de gestion concertée des déchets financé par la communauté Marseille-Provence Métropole. Donc la communauté urbaine est vraiment sensible au problème. Maintenant, justement, ce débat aussi d'aujourd'hui nous permet peut-être, on est à un niveau national, mais moi je questionne aussi au niveau local. Ce débat pour moi est aussi l'occasion, je travaille avec vous, avec certains d'entre vous depuis longtemps, avec la ville de Marseille, avec Marseille-Provence Métropole, avec des associations. On est nombreux à être investis, motivés. Il y a Martial Caspar de l'Office de la mer. On fait des choses, Ghislaine aussi, le tourneur sur les temps de berre. On est vraiment acteurs, motivés. Et donc, j'avais envie de me saisir de cette occasion pour... nous, localement, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, localement, on a des énergies, des bonnes envies. On est en train de voir qu'il faut sensibiliser. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de se coordonner là pour essayer de déjà construire notre discours, l'alimenter, essayer de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut communiquer, comment on peut le communiquer. Il y a à mieux connaître. Donc, je voudrais vraiment insister sur le défaut de connaissance que nous avons aujourd'hui. On a peu de données. Donc, moi, je suis en train de travailler sur un programme de caractérisation des déchets. On a une base de données en ligne. On est en train d'essayer de développer un outil qui nous permet de comprendre les flux de déchets en temps réel. C'est un outil d'évaluation des mesures de réduction en amont. Donc, c'est très important parce qu'en fait, on n'a pas de données, on ne sait pas de quoi on parle. C'est important de comprendre. Et ça, c'est un outil qui est au service de tous. Voilà, donc caractériser, sensibiliser. Et donc, moi, je me retourne maintenant vers l'État. Parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en route. Et je me demandais concrètement, dans quel délai, quels étaient les agendas, est-ce qu'on allait pouvoir espérer, peut-être on sait qu'on a un contrat de baie sur la rade de Marseille, un contrat de rivière sur l'Uvonne. Comment est-ce que concrètement ça va se passer sur le terrain, la mise en œuvre d'une politique nationale ? Alors, Pardon, Catherine. Après, on aura une intervention de Rémi parce qu'on va peut-être procéder à un nouveau vote. Mais j'attends que
que Filian Rétif. Oui, donc quelques éléments de réponse. Donc vous l'avez compris, il y a un cadre réglementaire et de planification qui a été établi au niveau national avec un plan national de prévention des déchets, les SDAGE qui sont en cours de révision et le plan d'action pour le milieu marin. Donc là, pour l'instant, pour l'exemple du stage et du plan d'action pour le milieu marin, il y aura une validation qui devra être faite avant la fin de l'année. Et ensuite se pose la question de la mise en œuvre opérationnelle. Donc là, en ce moment, on est en train de travailler justement à la préparation de cette mise en œuvre pour début 2016. Donc il y a des mesures qui seront prises en charge par le niveau national. Donc par exemple, les campagnes de sensibilisation dans le cadre du plan national de prévention des déchets. Ça va être un travail qui va être piloté par le ministère de l'écologie. Il y a déjà des groupes de travail qui ont été lancés pour préparer cette mise en œuvre. Et donc on est en adéquation avec ce qui a été dit, avec des campagnes un peu choc sur des objets qui sont retrouvés sur les plages ou en mer, avec les mégots de cigarettes, les cotons-tiges ou les sacs plastiques. Donc voilà, il y a déjà des pistes qui ont été trouvées. Donc après, il y a les mesures qui doivent être mises en œuvre au niveau local. Donc là, en ce moment, on est en train de chercher des maîtres d'ouvrage pour porter ces mesures au niveau local. Et c'est actuellement le travail qu'on est en train de mener. Donc nous, au niveau État, on a posé un cadre stratégique et réglementaire pour la mise en œuvre opérationnelle. Après, il y a une démarche de déclinaison au niveau local pour que les maîtres d'ouvrage, notamment les collectivités territoriales, puissent prendre à leur compte ces mesures. Donc ensuite, on commence à fixer aussi un cadre financier. Donc on a par exemple les contrats de plan État-région qui sont en train d'être établis et on a identifié des axes justement pour financer des projets en lien avec la gestion et la prévention des déchets. Donc voilà, on essaye de prévoir un cadre financier aussi pour accompagner la mise en œuvre de ces mesures. On a également le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche qui permettra aussi de financer des mesures spécifiques, notamment on en parlait sur la pêche aux déchets. Et enfin, un travail est également mené actuellement avec le ministère de l'écologie et les agences de l'eau pour confirmer la dynamique d'intégration de la thématique des déchets dans les SDAGE pour les traduire dans les programmes d'intervention, donc des aides des agences de l'eau en appui notamment des collectivités territoriales. Donc on essaie de construire le cadre pour que toutes les actions qui sont en train d'être dessinées puissent être mises en œuvre de manière opérationnelle. Mais je crois malgré tout qu'au-delà de ça, ce qu'on a dit tout à l'heure n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a certainement des gens qui connaissent moins le sujet, qui sont sensibles à régler le problème qu'ils voient qu'on leur montre dans l'océan. Et à vous écouter tous, et je pense que le débat va se prolonger sur différentes solutions, il y a véritablement à identifier sur tout le cycle de vie du déchet, là où les actions sont à mener, c'est-à-dire en amont, effectivement, chez les industriels, chez les particuliers, auprès des particuliers, il y a certainement de la sensibilisation, enfin pour tout le monde, il y a de la sensibilisation, mais jusqu'à la fin, il y a c'est peut-être ça dont l'État devrait s'emparer. C'est une grande campagne. Moi, j'aimais bien la proposition qui était faite par la table de Benjamin, là-bas, sur un grand plan, une cause nationale, où on agirait autant en amont qu'en aval, et on irait aussi bien récupérer les déchets en mer que de traiter le sujet en amont. Je pense que, et ça Isabelle avec Merter et tous les experts, vous identifiez bien les étapes clés où on peut vraiment agir. En amont à la fabrication, l'éco-conception, les zones de concentration des déchets, et puis, etc. Et puis jusque dans la mer. Donc, si vous avez d'autres questions, on va prolonger ou d'autres volontés d'intervenir, on prolonge le débat. Oui, il y a une question ici, si on peut... Ah, Philippe, alors c'est Philippe a le micro, alors allez-y. Oui, alors j'avais une petite idée comme ça qui me trottait dans la tête depuis tout à l'heure, c'est que on paye tous des ordures ménagères, on est d'accord. Les impôts, les ordures ménagères, tous les ans on les paye. Alors si on partait du principe que tout à coup, au lieu de payer les ordures ménagères bêtement, c'est-à-dire que moi je vois que je recycle à peu près 80% de ce que je vais jeter. Donc, mais j'aimerais que ce soit 100%. Si demain je ne jette plus que rien parce que j'ai d'une part mon compost, d'autre part mon recyclage, les ordures ménagères c'est fini pour moi. J'ai pas à les payer. Alors qu'aujourd'hui c'est absolument pas pris en compte pour qui que ce soit. Donc je pense que
ça va arriver, donc c'est bien. Parce que la population locale, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils payent les ordures ménagères, alors finalement ils se disent, bon on s'en fout, on n'a qu'à tout mettre comme ça dans le container, et je pense que c'est une des problématiques, on va dire. Répondre de suite. Oui, Michel Loubry. C'est un sujet qui est traité au niveau national. On appelle ça la taxe incitative. Il y a un certain nombre de régions en France, voire de collectivités territoriales, qui ont commencé à mettre en place des systèmes de poubelles à puces qui mesurent le nombre d'enlèvements de la poubelle, le nombre de fois où elle est présentée au camion de collecte, ainsi que son poids. Et la facturation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dépend du nombre de passages et du poids collecté. Et ça irait dans votre sens. C'est une des réflexions qui est en cours. Vous avez une région qui est assez exemplaire sur ce sujet-là, c'est la région d'Alsace, où ils ont quasiment étendu la taxe incitative sur une grande partie de leur territoire. On note dans ce territoire que le taux de recyclage moyen, en particulier des emballages, est nettement supérieur au reste du territoire français. Donc une piste à suivre. N'oublions pas, il y a d'autres pays européens qui ont fait ces choses-là. Il y a même des pays, on va dire, dans le sud de l'Europe qui l'ont fait. Et là, il y avait le sport national qui consiste en allant promener le chien à aller mettre les poubelles dans la poubelle du voisin pour pas payer. Ce sont des choses, ce que je vous dis là, c'est pas des simples pour faire rire, hein, c'est tout ce qui a été réfléchi et étudié au niveau de la mise en place des taxes incitatives. Il y a un dernier point qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est facile de mettre en place la taxe incitative pour de l'habitat séparé, de l'habitat individuel. C'est beaucoup plus compliqué à partir du moment où vous arrivez dans un habitat collectif, où vous avez une seule poubelle en bas pour tout l'immeuble. Et comment vous faites la différence dans l'immeuble, dans la colonne d'escalier, entre celui qui fait bien le tri et celui qui s'en fiche totalement. Donc il y a des tas de réflexions qui sont en cours sur ce sujet-là. C'est des réflexions qu'on a, nous aussi, dans nos discussions avec les pouvoirs publics, justement pour des solutions, comment améliorer le recyclage des emballages. Merci Michel Loubry. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a un retour d'expérience sur si on fait la police, les amendes? Est-ce que c'est pas très constructif? Non? On a un retour d'expérience là-dessus? Il y a des pays, il y a des pays, oui. Alors nous, l'avantage de Plastics Europe, c'est qu'on travaille sur toute l'Europe. Donc on a des best practices, comme on dit, des bonnes attitudes dans les différents pays. Prenez l'exemple des Allemands ou ceux qui ont voyagé, fait du tourisme en Allemagne, savent que si jamais vous jetez le moins chewing-gum, le moins de papier de bonbons, et je ne parle pas d'une bouteille, vous avez immédiatement quelqu'un qui vous tombe dessus, et l'amende est de 36 € en Allemagne. Imaginez qu'on mette ça en place en France. On aurait une contestation permanente. On n'a pas la culture qui va avec. C'est tout le problème. Je pense qu'en France, personnellement, et là c'est un avis vraiment personnel, pas en tant que dirigeant de Plastics Europe, c'est qu'il y en a un peu marre du répressif et de la sanction. On devrait aller beaucoup plus sur l'éducation et le préventif. Parce que moi qui suis un marin, il y a longtemps que j'en ai plus fait, mais j'ai fait beaucoup de bateaux il y a longtemps. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de montagnes. Une chose que je voudrais dire, c'est que soyons positifs. Je trouve que nos espaces naturels sont de plus en plus propres par rapport à ce que j'ai connu il y a 25 ans, il y a 30 ans. Il ne faut quand même pas l'oublier. Bien que nous ayons en même temps une consommation nomade encore plus développée, on est fait de plus en plus de gens en randonnée, en tourisme, marin et autres. Je trouve que quand même, heureusement, les Français ne sont pas aussi sales que ça. Regardons le côté positif des choses. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais le répressif n'amène pas la chose. Par contre, et ça vient en complément, et on en a discuté ce midi en déjeunant ensemble, je trouve que les Français ne sont pas suffisamment incités à regarder correctement le coût de traitement de leurs déchets.
il n'y a pas suffisamment de pédagogie. Aujourd'hui, si vous faites mal le tri, demain, ça sera un peu différent puisqu'on aura tous les emballages dans la poubelle jaune. Mais aujourd'hui, si vous faites mal le tri, vous avez au centre de tri quelqu'un qui compte les erreurs de tri par collectivité territoriale et qui ensuite met des pénalités dans la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères pour les gens qui font pas bien le tri. Ça existe, moi je connais le système de fonctionnement, or les citoyens ne sont pas au courant. Il suffirait que les élus municipaux aillent voir ou fassent une réunion, expliquent si vous ne faites pas bien le tri, eh ben vous aurez 20% de plus sur votre taxe d'enlèvement d'ordures ménagères parce que le coût de la poubelle sélective ne viendra pas en moins par rapport au coût de traitement de vos ordures normales. Et un dernier point, j'en profite, j'ai le micro, je suis souvent bavard. En termes d'éco-conception, monsieur, tout à l'heure, le poids moyen des emballages plastiques a été réduit de 40% ces 25 dernières années. Sur les tables, vous avez une bouteille d'une marque que je ne citerai pas, c'est la plus performante en termes de poids, elle fait 26 grammes. La même bouteille de la même marque il y a 25 ans faisait 45 grammes. L'eau robinet, c'est encore mieux. Ah ben ça, c'est votre... Vous avez le droit, il n'y a aucun problème là-dessus. Merci pour votre intervention. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. On a beaucoup parlé de sensibilisation. Oui, je suis étudiante, pareil, à l'EHESS, et je travaille dans un collège. Je précise ça parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de sensibilisation. Il y a aussi le problème qu'on n'a pas évoqué, un petit peu de surconsommation. Et moi, j'ai une petite réclamation, une petite solution à proposer. Je travaille dans un collège et il y a énormément, l'équipe pédagogique, les professeurs, les élèves aussi, de papier et de photocopies et des tonnes de papier qu'on jette dans des poubelles grises parce qu'on n'a pas de poubelle de recyclage. Alors je lance un message au Conseil général, je ne sais pas s'il y a des représentants, pour nous mettre des petites poubelles bleues de recyclage pour le papier, parce qu'il y a des tonnes, mais j'en vois passer, mais je ne vais pas les ramener chez moi pour les jeter dans des poubelles de tri. Et du coup, voilà, si on pouvait juste mettre des poubelles de tri. Et puis de la sensibilisation, les élèves ne sont pas sensibilisés au recyclage non plus. Donc il n'y a pas d'action dans mon collège en tout cas, ou dans les différents collèges que j'ai fait. Peut-être au lycée, je ne sais pas, mais en tout cas au collège. Commencez comme ça. Si les gens ne se prennent pas en main, il ne faut pas attendre que les autres décident à votre place. Donc commencez. Moi, je le fais à mon bureau. À mon bureau, là, on a une dizaine de personnes qui travaillent dans le bureau à Paris. Comme je suis un bâtiment commercial, je n'ai pas de tri sélectif à la source. Je vous assure que j'ai mis en place une poubelle de tri sélectif où je demande à mes collaborateurs de collecter les emballages qu'ils consomment là, parce qu'on a des bouteilles d'eau, des emballages diverses et variés, et je vous assure que je les ramène chez moi pour les mettre, et en même temps, je montre à l'organisation du bâtiment où je suis combien on serait profitable pour la planète et l'environnement si l'ensemble du bâtiment le faisait comme je le fais moi. Et à ce moment-là, on discute avec la commune et ils mettent en place une poubelle sélective pour le bâtiment entier. Mais si on ne se prend pas à main nous-mêmes, pourquoi voulez-vous que les autres le fassent? Commencez, faites-le. Alors, petite pause. Oui, pardon, je vous fais... Alors, on va faire une chose. Je vais vous laisser vous poser votre question. Juste une chose. On va refaire un vote ici, et pardon pour les internautes, au moins pour avoir une idée globale du vote ici dans la salle. Donc, ceux qui ont voté par téléphone, prenez un papier et votez sur le papier. Pendant que... Voilà, Franck vous distribue des papiers. Et donc, ça permettra déjà d'avoir ici... On peut avoir la liste à l'écran, oui, bien sûr. Bien sûr. Il vous faut des papiers. Je vais laisser 2 minutes que les gens puissent voter, parce que qu'on soit attentif... Qu'on soit attentif à votre question. Oui, mais si je la fais intervenir, personne ne va l'écouter. Vous avez voté comment, vous? Par téléphone. Prenez un papier. Franck, tu en as? Tu en as?
Encore, ils en ont besoin ici. Alors, vous en avez trop. Tiens, voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a Alors par contre, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez... Il y a deux solutions 14, Rémi. Alors vous l'appelez 14 bis. Comment ça, c'est parti? Vous avez déjà... Il est... Ben, je crois que autant les ouvrir. Bon, c'est pas grave. Merci. Bon, tout le monde a voté? C'est bon? Pendant que Rémi et Claire dépouillent les votes, je vous propose d'un... Ah, il y en a encore... Bon, je vous laisse collecter. Je vais passer la parole à Madame de la Drasme. Donc Nathalie Huet du DRASM, département de recherche d'archéologie subaquatique et sous-marine. Nous, les déchets, c'est notre lot quotidien, puisque s'il n'y avait pas eu de déchets dans l'Antiquité, on ne travaillerait pas. Donc c'est toujours problématique, mais on a quand même des déchets aussi. Maintenant, on travaille sur des épaves profondes à 400 mètres, 1000 mètres. Et je vous assure que sur les épaves, même à 400 mètres, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de l'épave de la Lune qui est à 90 mètres dans la rade de Toulon. Elle est jonchée de déchets. Et quand il y a eu les travaux du port de Marseille, ça a été particulièrement... nous avons ramassé tous les déchets qui ont été trouvés dans le port de Marseille avant les couches archéologiques. Et c'était assez effarant. Et j'espère bien un jour pouvoir monter une exposition avec Terre-Mer sur cette problématique déchets archéologiques, déchets contemporains. Génial, je souscris. Ça, c'est une super bonne idée. À fond. Voilà, avec la valorisation. Donc c'était pas sur ce sujet-là forcément que je voulais intervenir. Je voulais intervenir suite, vous avez parlé des problèmes de poubelles en disant l'anecdote des gens qui promènent leurs chiens. Moi j'étais dans une commune phare à côté de Nantes où ce système était en place. Donc effectivement, pendant un temps, nous avons eu les gens qui venaient mettre, moi je recycle 80% de mes déchets. Nous avons eu les gens qui venaient mettre leurs poubelles dans ma poubelle. Et ensuite, il y a eu un système de clés pour aller mettre ces poubelles. Donc les poubelles étaient fermées à clé. Et malgré ça, dans la commune de 50 habitants, on a été 30
à avoir nos poubelles fracturées pour venir mettre les déchets dans nos poubelles. Donc voilà, problème de citoyenneté. Ce dont je voulais surtout parler, la demoiselle en a parlé juste avant, c'est les problèmes de collecte. Moi, je veux parler du côté sportif. J'organise des événements éco-responsables. Je suis impliquée nationalement avec beaucoup d'autres collègues de fédération sur des événements éco-responsables. Le public est très sensibilisé. L'année dernière, on en a organisé 20. Le public est très sensibilisé. Ils actent pour faire des actes citoyens de niveau éco-responsable. Le seul problème que nous avons, c'est entre ce qui se passe dans les gymnases ou dans les sports de nature et ce qui va se passer après, puisque nous n'avons pas les collectivités qui sont en capacité de récupérer le tri. Donc vous allez dans les gymnases, aucun poubelle de tri dans les gymnases. Même s'il y en a à l'extérieur, il n'y a pas de sensibilisation pour récupérer entre ce que l'on fait ou pas. Je vous citerai les Cotterelles. Les Cotterelles, ils ont tout trié. La municipalité est passée, ils avaient payé une entreprise extérieure pour venir ramasser tous leurs déchets. La municipalité est passée, ils ont emmené tous les déchets, des milliers de tonnes, des milliers de sacs plastiques, qui ont été emmenés parce que la municipalité n'avait pas informé ses agents qu'il fallait laisser les déchets qui étaient triés sur le site et que l'entreprise spécialisée qu'ils étaient obligés de payer allait venir chercher les déchets. J'étais encore cette semaine ce week-end à Oradour-sur-Glane. Pareil, aucun système. Et les gens se rejettent la faute. La municipalité vous dit « c'est pas moi, puisque moi je collecte pas, c'est l'entreprise locale qui collecte, donc je ne peux rien faire pour vous, je ne peux pas mettre d'agents qui vont faire le travail, et je ne peux pas vous mettre de conteneurs à disposition, puisque c'est pas de notre part. » Donc dans les manifestations, c'est notre point noir. On passe des heures à expliquer aux gens qu'il faut qu'ils contactent tous les acteurs locaux, alors ça fonctionne très bien pour tout le reste, les produits locaux, le covoiturage, tout ce qui est le reste du développement durable, ça marche très bien. Et le tri, c'est toujours la chose qui ne fonctionne pas, alors que les acteurs ont bien fait, le public qui est venu a bien travaillé, mais c'est cette chaîne entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe juste après, et les acteurs publics qui ne prennent pas leurs responsabilités face à ce tri des déchets. Voilà. Merci Nathalie. Moi, une première réflexion, c'est qu'à une époque, en arrêtant la course au large, j'ai fait un peu de course à pied. Les sportifs engagés, c'est pas tout à fait le cas. Moi, j'ai fait dans les courses à pied le nombre au départ du marathon de Paris, ou même sur les haltes de ravitaillement, combien de bouteilles les gens balancent leurs bouteilles, les coureurs non pas au large mais sur terre balancent leurs bouteilles plastiques sur le côté. J'ai été assez effarée de voir des gens que je croyais sensibles aux questions environnementales se moquer complètement de la chose. Depuis, ça a évolué. Les organisateurs d'événements mettent des grandes poubelles dans lesquelles on jette les bouteilles plastiques. Moi, j'ai une question à poser, je ne sais pas à qui, peut-être à Michel Loubry, peut-être à Filion Rétif. À vous écouter, finalement, l'idéal, et à écouter Philippe aussi, on devrait avoir une poubelle de compost et puis tout le reste à côté. Donc ça voudrait dire qu'on ait des capacités de tri, dans des usines qui arrivent à trier les déchets pour les orienter vers les filières de recyclage, des machines intelligentes voilà. Parce que quelle énergie on dépense, tout le monde. J'entends que tout le monde se rejette un peu la responsabilité. Isabelle, c'est un peu, si on caricature, c'est un peu ça, et en même temps tout le monde se sent responsable. Mais finalement, on dépense beaucoup d'énergie à ça, alors qu'on aurait peut-être beaucoup d'énergie à dépenser dans la recherche pour une machine intelligente sur voilà. Moi, je me dis, mais il faut investir dans une machine qui nous trie nos déchets. Et je témoignais à midi que moi, qui suis engagée sur le sujet, ce week-end à la déchetterie, j'ai eu un mal fou à orienter les déchets que j'étais venue apporter. Donc, quid du citoyen lambda, voilà. Donc, qui peut me répondre? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, ça rejoint la question, la solution, l'une des solutions que nous avions proposées ici, c'était vraiment optimiser, améliorer, et vraiment que tout le corps technique des collectivités territoriales et des solutions novatrices vraiment mettent les moyens et s'organisent pour nous aider, parce que nous sommes motivés. Comment nous, citoyens,
réagir face à tout ce qui se passe. Non seulement il y a les déchets, mais il y a le réchauffement climatique, il y a le trou dans la couche d'ozone, il y a les hydrocarbures. Enfin, nous, on est un petit peu impuissants et on se dit comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a vraiment une vraie motivation pour ceux qui sont touchés et concernés. Après, il y a une partie de la population qui est complètement indifférente, mais totalement indifférente à ces questions-là. On a des gens, comment les toucher ? Comment les intéresser, les inviter, les accompagner avec nous. À Marseille, il y a une population qui est très très éloignée des questions environnementales. Puis c'est aussi des questions d'ordre social et culturel, éducatif. Enfin, nous on est un peu privilégiés. Hein. Donc on s'interroge. Il y a Ouda que vous avez vu qui est aujourd'hui stagiaire dans l'association, qui est à la technique là, qui nous aide dans l'organisation, qui est stagiaire en communication, et on se dit mais comment réussir à toucher ces gens-là? Je vais revenir sur les solutions techniques, parce que dans la salle on a un ingénieur justement, Alexandre Froissart, qui a beaucoup travaillé sur la construction de machines intelligentes justement pour le tri des déchets. Mais cette question de comment toucher les gens, je trouve que c'est important, parce que ceux qui sont éloignés des questions environnementales, si sur Internet, Facebook, ils vont pas aller sur Facebook, ils vont pas aller regarder volontairement des documentaires, ça leur passe complètement au-dessus. Je suis pas sûre que les médias... Comment, je sais pas. Alors je me dis que les associations, c'est là où les collectivités, en ce moment, en plus, nous les associations, on est en train de, on va pas bien financièrement, alors que c'est nous qui sommes sur le terrain et qui sommes en contact le plus proche de tous ces gens difficiles à toucher. Et là, c'est un appel aux collectivités territoriales. Nous sommes les acteurs de l'ombre, mais nous sommes les acteurs efficaces de la prise de conscience du public, et du public qui est difficile à toucher. Voilà, c'est pas les médias, et ça c'est très important. Est-ce que... Oui. Ça dit deux choses en même temps. Absolument, exactement, merci. Je voulais réagir juste sur un truc, mais j'ai très envie, je suis très curieuse d'entendre votre solution. Vous vous présentez ? Attends pas, voilà. Donc Alexandre Froissart, je suis à l'heure actuelle ingénieur indépendant, après avoir travaillé pendant longtemps chez différents constructeurs de centres de tri et de valorisation de déchets. Donc il n'existe pas encore à l'heure actuelle de machine intelligente capable de séparer tous les déchets qui existent. Tout d'abord parce que les déchets sont en sans cesse évolution. Dès qu'un nouveau producteur change le format ou des nouveaux matériaux sont mis au point, on ne suit pas. Ensuite, il y a quand même des machines qui existent. Le process, c'est il y a une séparation granulométrique en fonction de la taille. Ensuite, on sait séparer les ferreux, c'est facile avec un aimant, ou alors avec un courant de Foucault pour les aluminiums. On sait aussi séparer le lourd du léger avec des séparateurs aéroliques. On sait ensuite, pour les différents plastiques, il existe des tris optiques. Mais tout ceci nécessite au préalable d'avoir déjà séparé. On ne peut pas trouver un petit morceau de plastique au milieu d'une montagne de cailloux, de béton ou de fermentescibles. C'est toujours difficile. Donc de toute façon, il faut bien savoir, il faut bien avoir conscience que le meilleur tri, c'est celui qui va se faire à la base. C'est celui à la source, c'est celui que vous et moi faisons chez nous, et c'est aussi celui que fait le producteur. Déjà, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existera pas. Il faut bien voir ceci. Ensuite, on est tous citoyens, et puis on a tous envie de trier les déchets, on a tous envie que les déchets soient concentré quelque part, mais surtout pas dans notre jardin. Il faut que ça aille le plus loin possible. Donc, il faut bien voir la problématique qu'ont à faire les collectivités locales et les différents acteurs. C'est que pour traiter les déchets, il faut les concentrer à un endroit. On les concentre à un endroit, où allons-nous le mettre ? Il ne faut pas le mettre trop proche des agglomérations, parce que ça génère tout de même des nuisances d'odeurs et autres. Mais pas trop loin non plus, parce que ensuite, pour amener tous les déchets jusqu'à ce point-là, en termes de CO2 et consommation de carburant et autres, c'est pas bon. Donc,
Aujourd'hui, la problématique des déchets est loin d'être simple, et c'est ça qui est très, très intéressante. Et on n'a encore pas la machine intelligente, mais beaucoup de gens y travaillent. Et on a bon espoir d'arriver à minimiser l'impact. Il faut bien voir que, on a parlé des incinérateurs ou d'autres, c'est bien beau de vouloir les convertir pour créer de l'énergie, sauf que du coup, la pollution se transfère. Ça passe par les fumées. Il y a un traitement des fumées qui est mis en place. Donc on arrive à gérer tout ça. Ça passe dans les mâchefers, éventuellement dans les cendres et autres. Le cercle, le déchet, dès qu'il existe, malheureusement, on va pouvoir transférer, concentrer celui-ci, mais on ne le fera pas disparaître. L'essentiel, c'est de trouver le meilleur moyen, et on y travaille tous. Merci. On va réussir à aller sur Mars, et puis on n'aura pas trouvé de solution à nos déchets, finalement. Une dernière intervention. Alors, attendez, d'abord, oui, là, et après vous, Martial. Oui. Parce qu'on va vous donner les résultats du vote. Il est 17h15. À 25, il faut qu'on ait terminé pour vous laisser le temps de répondre aux questions. Puisque vous avez un questionnaire qui vous a été remis. Isabelle, un mot de ce questionnaire. Ah oui. Comme ça, vous pouvez commencer à réfléchir. Oui, alors ce questionnaire, en fait, au sein de notre consortium de partenaires du programme européen Marlisco, il y a l'université de Plymouth, il y a une équipe de sociologues qui travaille sur l'évaluation de l'évolution de la perception de la question des déchets marins au cours de ces 3 années. Et là, on essaye d'évaluer l'évolution de la perception des déchets marins au cours de ce forum. Donc, vous avez rempli un questionnaire avant le forum, et donc il faut remplir ce même questionnaire après le forum pour qu'on puisse évaluer l'évolution de votre perception de la question des déchets marins. Et les internautes n'ont pas de questionnaire? Si. Les internautes aussi participent. Les internautes aussi peuvent remplir. Encore 2 questions, et on va passer un peu à la conclusion. Oui, je voulais juste compléter ce qui était dit sur la super machine. Moi, je ne pense pas que ce soit intéressant de travailler technologiquement à une super machine. Il y a déjà des machines qui existent qui sont intéressantes. Il faut vraiment travailler sur de la pédagogie, parce qu'on se rend compte, nous, sur le terrain, que lorsque des gens commencent à trier leurs déchets, ils auront un comportement un peu plus vertueux sur la propreté. Ils ne vont pas jeter un papier par terre. Ils auront aussi des comportements un peu plus importants sur des actes citoyens. On développe sur la communauté urbaine de Marseille, par exemple, le compostage collectif en immeuble. Et ce que l'on se rend compte, c'est que la mise en place d'un compostage collectif, certes, ça permet de réduire les déchets, qui était notre premier objectif, mais ça permet aussi de créer du lien social entre les habitants d'un immeuble. Et je pense qu'il faut vraiment travailler à cette pédagogie, parce que la problématique des déchets, c'est un moyen de faire évoluer ces comportements qui vont toucher les déchets, bien évidemment, mais qui vont être un peu plus larges. Donc oui, il y a l'évolution technologique, mais continuons à travailler sur la pédagogie, c'est important. Merci, Martial. Le fils de la mer. Oui. Vous m'entendez? Non. Oui. Alors c'est bien quand t'as plus de lumière. Donc normalement, voilà, il faut mettre bien près de... Ça marche là? Non. Ça marche, mais déjà. Oui, je voulais revenir sur ce que Michel Loubry, c'est ça, a dit tout à l'heure par rapport à la répression. D'accord, évidemment, pour faire la prévention, et l'Office de la mer, depuis des années, fait la prévention sur les plages à destination des baigneurs. Donc ça, c'est un sujet qu'on connaît bien, aidé par les collectivités d'ailleurs. De moins en moins aidé par les collectivités d'ailleurs. Donc on a l'impression que l'éducation et la sensibilisation est en perte de vitesse. Donc je tiens à le signaler aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus de balles, et je rejoins Isabelle Poitou qui le signalait tout à l'heure. Première chose, prévention, effectivement. La gestion aussi, la gestion des collectivités, la gestion des gens qui ont la compétence pour ramasser les déchets, collecter. Et là, il y a beaucoup de choses à faire encore en termes de gestion. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au bout d'une bonne gestion. Ça, donc il faut y aller, il faut travailler, il faut éviter que les déchets arrivent par les fleuves dans la mer, etc.
Mais également ne pas oublier quand même la répression. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce sont souvent les mêmes personnes qui font toujours les mêmes erreurs, qui vont continuer à pourrir les poubelles. L'exemple tout à l'heure était intéressant, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vont prendre un malin plaisir à mettre leurs ordures chez l'autre pour pas payer la taxe ou pour ainsi de suite, etc. ou jeter dans la rue. Donc je pense que l'aspect répression doit arriver en troisième position. On ne doit pas avoir peur systématiquement de la répression. À un moment donné, si les gens... on a fait des mesures incitatives et il faut continuer à en faire, la prévention, la bonne gestion, etc. Il faut quand même que l'aspect répression soit là, il ne faut pas l'oublier, même si on est en France et pas en Suisse ou en Italie ou en Allemagne. Ça, c'est une chose importante que je voulais dire. Une autre chose aussi, c'est qu'effectivement, on a l'impression de courir après la législation. Alors, on arrive enfin à se mettre d'accord sur l'interdiction des sacs plastiques. Bon, ça vient progressivement, on y est presque. Mais derrière, on a de plus en plus d'emballages, de suremballages individuels, et on incite le consommateur à aller dans cette direction. Donc, à un moment donné, on n'y arrivera pas. Si on ne prend pas les choses en amont, si on n'est pas en contact avec les filières, avec les fabricants, les distributeurs, on n'y arrivera pas parce qu'on sera toujours en retard d'une guerre. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire pour essayer de gagner du temps sur le temps et empêcher que ça n'arrive, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Carole Carpentier voulait intervenir avant qu'on passe au résultat du vote. Parce que le micro qui est là. Merci. Oui, pour faire le lien avec ce que vous disiez, monsieur, et tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, on a bien vu que la prévention, c'était vraiment un élément majeur et que le dispositif qu'on mettait à la disposition des consommateurs citoyens était essentiel. Pour revenir également à la problématique des déchets marins, on a mis en place avec nos partenaires Plastics Europe, notamment Ellipso, avec aussi Pavillon Bleu, une opération qui s'appelle Je navigue, je trie, pour sensibiliser les plaisanciers. On sensibilise à peu près 95 000 plaisanciers tous les étés. Ça consiste à une chose très simple. On met dans les ports des cabas de tri réutilisables. On invite donc les plaisanciers à les utiliser à bord. Sur ces sacs, il y a des consignes de tri. Et par ailleurs, ils ont à leur disposition des sacs poubelles. Et le message, c'est rien par-dessus bord, tous mes déchets au port. Et les ports nous ont dit que non seulement c'était une opération très bien accueillie par les plaisanciers, preuve qu'on peut sensibiliser, on n'en fera jamais trop, et qu'en plus le tri a augmenté dans les ports. Voilà. Donc voilà une solution concrète qui fonctionne. Merci Carole Carpentier. Alors le truc c'est on a 3 minutes après pour avoir le résultat. Dernière intervention. Parce que je voudrais bien quand même avoir une conclusion là, autour de la table des experts. Rapide, très courte. Très rapide. Je suis le directeur d'une structure qui anime un festival mondial de l'image sous-marine et qui est aussi membre du réseau Océan Mondial, de l'AC Academy et de ce que l'on appelle aujourd'hui la Blue Society. C'est une posture positive sur la croissance bleue et les opportunités qu'offriront l'océan dans les sociétés à venir. Je voulais juste dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes, les constats sont éloquents, les interventions existent et qu'il faudrait plutôt se baser sur ce qui est fait de positif pour encourager des mesures et des actions à venir. Que ce soit au niveau du plastique, que ce soit au niveau de la collecte, que ce soit au niveau de la prévention, de la sensibilisation, de certaines mesures coercitives, des choses ont été mises en place et rendent aujourd'hui nos côtes et notre conscience plus éco-bleue, comme elle fut éco-verte, que 10, 20, 30 ans auparavant. Et il faut à tout prix avancer dans ce sens pour que ce soit du gagnant-gagnant avec tous les acteurs, industriels, consommateurs. Quel intérêt chacun peut y trouver? Si personne n'y trouve un intérêt, on ne bougera pas, ça sera unilatéral. Voilà, donc je voudrais qu'on positive sur toutes ces démarches qui sont entamées, qui sont mises en place, et que chacun continue à agir comme cela pour encourager des initiatives à venir. Merci. Un grand merci de votre intervention. Cette idée de promouvoir les solutions et les bonnes solutions. C'est vraiment dans l'air du temps, puisque en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, c'est vraiment l'axe que le gouvernement a pris pour la prochaine COP21 que la France accueille à la fin de l'année. Rémi,
On a refait un vote? Oui. Ça donne quoi ce coup-ci? Alors c'est toujours pareil? Non, c'est très différent. Donc ici... Enfin, c'est un vote, on précise, c'est un vote de la salle. Cela dit, le vote en ligne de gens qui sont moins experts que tous les gens qui sont dans la salle, c'est intéressant quand même d'avoir leur point de vue. On t'écoute. Donc, on s'aperçoit ici que sur ce résultat qui ne concerne que la salle, c'est la réponse 15 qui arrive en premier. La réponse 15, c'est faire de la lutte contre les déchets sauvages une grande cause nationale. Donc, c'est la réponse qui arrive en tête avec 20% des voix. Suivi de sur la solution la plus, enfin la solution la plus efficace, la plus importante, la plus efficace pour réduire les déchets marins. Donc c'est la solution numéro 15 qui arrive en tête avec 20% des suffrages. Ensuite, c'est la solution numéro 14, mise en place d'un plan d'action à long terme pour une législation incitative avec 16% des votes. Ensuite, pour la deuxième question, quelle est la solution la plus réalisable pour réduire les déchets marins? C'est la solution numéro 12 qui arrive en tête, sensibilisation du public au niveau national. Donc là, effectivement, on a quelque chose d'un petit peu plus cohérent par rapport à ce qui a été dit. Suivi quand même, tout de suite après, par la solution numéro 11, collecte et traitement en mer par les pêcheurs professionnels. On l'a pas à l'écran. Tu peux faire défiler, s'il te plaît? Vas-y, voilà. Hop, alors, voilà. Ça, c'est la réponse à quelle question, ça? C'est la réponse numéro 2, qui était, d'après vous, quelle est la solution la plus réalisable pour réduire les déchets marins? Donc, en tête arrive... donc, ils sont ex aequo d'ailleurs, hein, la solution numéro 12 et la solution numéro 11 sont ex aequo. Sensibilisation du public au niveau national et collecte et traitement en mer par des pêcheurs professionnels. Donc on s'aperçoit que même cette réponse, elle est présente dans la salle. Hein. Alors c'est bizarre parce que je comprends pas. Option 11... Ah oui, pardon, 11 et 12, pardon. Voilà, donc en fait, alors après, est-ce que cette question a été bien comprise? Parce qu'on peut comprendre dans la question numéro 11, selon moi, hein, la manière dont elle est rédigée, collecte et traitement en mer par des pêcheurs professionnels, c'est-à-dire des gens qui seraient chargés de faire ce travail. Il y a une ambiguïté sur cette question qui est peut-être pas forcément très bien formulée en réalité. Voilà. Et la 12, c'est... La 12, c'est sensibilisation du public au niveau national. D'accord. Il est presque 30 et on va s'arrêter à 30 piles. Il y a juste une chose qu'on n'a pas dite, Isabelle, en matière de sensibilisation. Il y a quand même l'éducation qu'on reçoit aussi au sein de nos familles. Récemment, moi j'ai été très surprise, enfin pas surprise, non, parce que je le dis assez régulièrement. Mais moi, mon engagement, il vient aussi du fait que quand j'étais gamine, j'ai des parents qui m'ont dit qu'il ne fallait pas laisser traîner mes papiers par terre. Et récemment, j'ai demandé à des lycéens pourquoi ils étaient engagés et pas leurs petits camarades. En tous les cas, tous témoignaient qu'ils avaient reçu de leurs parents cette sensibilisation. Pour votre information, on a produit au Conseil économique, social et environnemental un très bel avis sur l'éducation à l'environnement et au développement durable qui, tout au long de la vie, et je pense que ça peut être une source d'inspiration pour notre sujet. Isabelle, le mot de conclusion. Une petite intervention pour rebondir. En fait, quand on voit que les associations sont en train de perdre leurs subventions, c'est elles qui font de l'éducation à l'environnement et au développement durable en France. On est en train de se demander... comment concrètement on va réussir à faire... L'éducation est tellement importante avec les attentats en plus qui se sont passés dernièrement. Nous aussi on joue un rôle sur le terrain social qui est humain, l'apprentissage du respect de la vie simplement, du partage de choses, de valeurs communes. Et donc c'est vraiment... là c'est un appel pour la politique nationale, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience à haut niveau pour que les associations sur le terrain aient réellement les moyens, et pour l'instant c'est pas le cas. Enfin, c'est en train de diminuer. Tu ne peux pas le dire peut-être toi, mais moi je peux le dire. Aujourd'hui, ton association Merter, qui a réalisé ce formidable travail aujourd'hui depuis quelques mois, est en danger. Donc voilà, un petit appel. Malheureusement. Voilà. Mais on va tenir quand même que tu puisses poursuivre. Ce serait bien. En tous les cas, on va tout faire pour poursuivre. Merci Catherine de lancer ce petit appel. Mais voilà, c'est une réalité. Et l'un des aspects qui me semblait important, je pense qu'il faut donner de la valeur aux objets. Les déchets, c'est de la haute technologie. Nos objets, c'est vraiment de la haute technologie. Ça a de la valeur énergétique, culturelle, patrimoniale. Enfin bref, c'est
de l'or, ça a énormément de valeur. Et si les gens savaient réellement la valeur qu'il y a derrière les déchets, les objets, peut-être qu'on les jetterait pas. Donc dans le contenu, il y a un travail à faire sur le contenu de la sensibilisation. Parce qu'on fait déjà beaucoup de sensibilisation, mais quel est son contenu ? Qu'est-ce qu'on apprend aux gens ? Qu'est-ce qu'on leur fournit ? Qu'est-ce qu'on leur donne ? Et à quel public ? Parce que l'éducation à l'environnement, il va surtout aux enfants. Mais comment fait-on pour toucher ces autres personnes dont on parlait, des adultes, les élus, les décideurs ? Ces gens-là sont à sensibiliser. Ce sont les moins sensibles, malheureusement, quand on voit l'évolution de notre société. C'est l'économie qui l'emporte. Et les valeurs morales, visiblement, sont mises à mal. Et là, c'est vrai que nous, citoyens, quand on voit ce qui se passe, on se dit, mais comment est-ce qu'on va réussir à remettre des valeurs humaines, de bon sens, dans l'esprit des êtres humains avec un grand H, quoi. C'est une grosse question, et c'est vrai que cette société Blue Society, on n'est pas en train de rêver aux petits... c'est les bisounours, là, comme on dit, mais non, c'est ça, les êtres humains, c'est ça qui fait notre valeur. Donc, comment faire c'est rendre aux êtres humains leur conscience de leur responsabilité. Voilà. On est des adultes, on n'est plus des enfants, quoi. J'ai envie aussi, comme conclusion, de citer le triptyque des valeurs des sauveteurs en mer, puisqu'on est en mer. Le plaisancier, disent les sauveteurs en mer, doit être respectueux, solidaire et responsable. Donc je trouve que ça va bien pour notre sujet d'aujourd'hui. Merci, bravo Isabelle, je pense qu'on peut applaudir toute l'équipe.